Comme promis, aujourd'hui, Trump, qui, je vous le rappelle, avait fait campagne en promettant de mettre fin à la guerre par procuration avec la Russie en Ukraine en seulement 24 heures, a intensifié les tensions. L'une des raisons pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour entendre que nous sommes très mécontents, je le suis, de la Russie. Mais nous en discuterons peut-être un autre jour. Mais nous sommes vraiment mécontents d'eux. Et nous allons imposer des tarifs très sévères si nous n'avons pas d'accord dans 50 jours. Des tarifs d'environ 100%. Vous appelleriez cela des tarifs secondaires. Vous savez ce que cela signifie. Le président des États-Unis a menacé d'imposer des droits de douane massifs de 100% sur la Russie, à moins que la Russie n'accepte un cessez-le-feu en Ukraine dans les 50 prochains jours. Il a également fait une deuxième annonce très importante concernant des droits de douane secondaires, et j'en parlerai plus tard dans cette vidéo. La Russie a déjà clairement indiqué, il y a environ un mois, qu'elle serait effectivement favorable à un cessez-le-feu, elle souhaite un cessez-le-feu, si l'Occident est prêt à éliminer et à traiter les causes profondes du conflit et à avancer vers une paix durable et non simplement un cessez-le-feu temporaire. De plus, la Russie a déjà déclaré qu'un cessez-le-feu uniquement pour réarmer l'Ukraine était hors de question. Et je ne pense pas qu'il soit juste de dire que cela est déraisonnable. Il est tout à fait raisonnable de dire, bien sûr, que nous sommes effectivement en faveur d'un cessez-le-feu, à moins que ce cessez-le-feu ne soit utilisé pour se réarmer et poursuivre le conflit. Néanmoins, l'annonce de Trump est intervenue lors d'une apparition conjointe avec le secrétaire de l'OTAN Mark Rutte à la Maison-Blanche, où Trump a également révélé un nouveau paquet d'armes avancées pour l'Ukraine, censé être financé cette fois non pas par les États-Unis, mais par les États membres de l'OTAN. Bien sûr, il n'a pas été précisé comment les États européens, avec leurs économies stagnantes, allaient réellement régler la facture. Selon Trump, le plan est désormais que les États-Unis fabriquent ce qu'il appelle, je cite, des armes de pointe, y compris des systèmes de défense aérienne Patriot, tandis que les alliés européens payent la note. Il a souligné, et je le cite ici, « Nous n'allons pas l'acheter, dit-il, mais nous allons le fabriquer. Ce sont eux qui vont payer. » Et par eux, il fait référence à Luc Ombebe. Donc en réalité, Trump dit « Regardez, la guerre est une excellente affaire pour les États-Unis. J'en suis pleinement conscient. Oui, je sais que je pourrais en fait faciliter une solution diplomatique significative au conflit, mais je préfère donner au complexe militaro-industriel ici, aux États-Unis, plus d'opportunités de profiter de la mort et de la destruction. » Sans aucun doute, cette stratégie représente un changement clair. Trump a fait campagne en se présentant comme un président de la paix. Pourtant, nous y voilà, nous sommes à la mi-juillet, et la guerre d'Israël contre Gaza et plus largement au Moyen-Orient en général, contre le Liban, la Syrie et d'autres pays comme le Yémen, se poursuit. Et maintenant, l'Ukraine reçoit pour des milliards de dollars de nouvelles armes. Ce sont donc désormais les guerres de Trump, puisqu'il a clairement trahi sa base électorale. Trump montre également une volonté de soutenir militairement l'Ukraine. Et il veut vous faire croire que les contribuables américains ne paieront plus pour cela. Désormais, c'est la responsabilité des Européens. Le calcul politique est ici assez évident. Maintenir la pression sur la Russie, soutenir les alliés de l'OTAN et finalement s'assurer que l'économie européenne soit complètement détruite et que l'Europe devienne encore plus dépendante des États-Unis. Et le troisième point qu'il privilégie probablement, c'est que des milliards de dollars destinés au complexe militaro-industriel américain afflueront dans l'économie des États-Unis. Donc ce n'est que du business, rien de personnel. Rappelez-vous, nous avons dépassé le stade où le droit international, les règles de conduite morale
où la simple logique s'applique à la politique étrangère. Ces temps sont révolus. La deuxième annonce faite aujourd'hui par Donald Trump a été sa menace d'imposer ce qu'il appelle des droits de douane secondaires contre la Russie. Il s'agirait de droits de douane massifs, pouvant aller jusqu'à 100%, destinés à forcer le Kremlin à accepter un accord de cessez-le-feu d'ici début septembre. Bien que Trump n'ait pas précisé comment ces droits de douane seraient effectivement appliqués, des responsables de la Maison-Blanche ont suggéré qu'ils pourraient viser des pays et des entités, comme des entreprises, qui continuent de faire des affaires avec la Russie, en particulier dans le secteur du pétrole et du gaz. Ils cibleraient donc la Chine, qui achètent du pétrole, du gaz et du GNL russe, pour prévenir tout ce que je viens de dire. La déclaration de Trump sur le conflit en Ukraine a semblé plus modérée que prévu, car beaucoup s'attendaient en réalité à des sanctions immédiates ou à des mesures plus agressives contre la Russie, telles que la confiscation d'actifs souverains gelés. À la place, Trump a offert à Moscou un délai de 50 jours pour parvenir à un accord de paix, reportant ainsi la mise en place de droits de douane élevés. La menace très médiatisée de droits de douane à 500%, soutenue par Lindsey Graham et d'autres va-t-en-guerre, a en fait été réduite à la possibilité vague de droits de douane à 100%, ce qui pourrait également n'être qu'un geste symbolique. Les marchés ont ailleurs réagi positivement à cette annonce et la bourse russe a progressé de 2% dans la journée. Ce délai de 50 jours coïncide avec des rapports suggérant que la Russie pourrait lancer une offensive majeure dans les 60 prochains jours afin de consolider son contrôle sur les régions de Kherson et de Zaporojie, ainsi que sur les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. L'approche de Trump semble offrir aux deux parties la possibilité de réinitialiser le cadre des négociations. Dans le même temps, Trump a confirmé que l'Ukraine recevrait des systèmes de défense aérienne Patriot, mais uniquement par le biais d'achats européens, selon un modèle de remplacement où l'Europe fait don du matériel et les États-Unis reconstituent les stocks. Les livraisons de missiles longue portée n'ont pas été confirmées à ce stade et Trump a notamment évité d'utiliser un langage dur à l'égard du président Poutine. Le ton général suggère une approche transactionnelle, ce qui lui est très caractéristique, et il considère davantage l'Ukraine comme une monnaie d'échange que comme un véritable partenaire. Trump semble vouloir éviter l'escalade tout en maintenant une marge de manœuvre sur Kiev et Moscou dans l'espoir de conclure un accord ultérieurement. Dispose-t-il d'un quelconque levier sur Moscou? Ce serait une excellente question à poser et on peut dire qu'il n'a pas vraiment, voire aucun levier. Cependant, compte tenu des divisions internes à Washington, nous savons que son administration est très divisée sur certains de ses principaux plans d'action en politique étrangère. Ainsi, ce plan qu'il vient d'énoncer aujourd'hui reste incertain et susceptible d'être perturbé. Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a précisé que les sanctions et les tarifs douaniers sont, je cite, « des outils dans la boîte à outils du président ». L'administration semble envisager toutes les options à l'heure actuelle, y compris des mesures qui nécessitent généralement l'approbation du Congrès. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait besoin de l'approbation du Congrès, si le Congrès devait agir, Trump a répondu « Je ne suis pas sûr que nous ayons besoin d'eux ». Fin de citation. Mais il a également ajouté que la législation déjà en discussion, je cite, pourrait être très utile. Donc, de toute évidence, même sur le plan intérieur, Trump remet en cause la Constitution, puisqu'il a bombardé l'Iran sans l'approbation du Congrès. C'est un acte de guerre, et cela nécessite l'approbation du Congrès, pourtant il a défié cette règle. Et maintenant il dit oui, je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de l'approbation du Congrès pour aller de l'avant sur cette question aussi. Ce n'est donc pas qu'il n'obtiendrait pas l'approbation du parti
unique, mais il choisit tout de même de remettre en cause le rôle du Congrès et ses pouvoirs présidentiels. Trump fait allusion à une législation comprenant un projet de loi bipartisan présenté au Congrès plus tôt cette année, qui propose des droits de douane pouvant aller jusqu'à 500% sur les pays qui achètent du pétrole et du gaz russe. Hier, j'ai partagé un extrait sur mon X et Telegram de Lindsey Graham annonçant les mesures, et il était très enthousiaste à l'idée de plus de sanctions, plus d'armes et plus de guerre. Le projet de loi n'a pas encore été adopté, mais il gagne du terrain à l'heure où nous parlons. En attendant, les menaces unilatérales de Trump influencent déjà les marchés. Les contrats à terme sur le pétrole ont en fait chuté de plus de 1% après ces déclarations. Les lots d'armes destinés à l'Ukraine restent assez vagues quant à leur contenu exact et au délai de livraison. Il est probable qu'ils incluront des systèmes de défense aérienne avancés, des intercepteurs de drones, des obus d'artillerie et des missiles. Le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, a également déclaré que l'Alliance accélère les transferts d'armes vers l'Ukraine, ce qui signifie que la guerre doit se poursuivre. L'Europe fait tout ce qui est en son pouvoir pour que cela se produise. Rutte a aussi confirmé que l'Allemagne, la Finlande, le Danemark, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas et le Canada devraient jouer un rôle de premier plan dans les prochaines livraisons à Kiev. L'Allemagne, en particulier, a-t-il précisé, a annoncé qu'elle financerait 2 systèmes de missiles Patriot supplémentaires pour l'Ukraine. Les États-Unis devraient reconstituer les arsenaux de leurs alliés de l'OTAN, leur stock, après qu'ils auront envoyé du matériel sur la ligne de front. Il s'agira donc essentiellement d'un système d'utilisation et de réapprovisionnement. Donc, pour résumer, les partisans d'un conflit direct entre la Russie et l'OTAN disposent encore de suffisamment d'outils pour provoquer une escalade ici, d'autant plus que ce délai de 50 ou 60 jours n'est tout simplement pas suffisant pour que la Russie atteigne pleinement son objectif minimal de prendre le contrôle physique de ces 4 nouvelles régions. Les négociations se poursuivent donc, et la prochaine phase devrait probablement avoir lieu en septembre. Et bien sûr, comme nous le comprenons tous très bien, beaucoup de choses peuvent se passer et se produiront probablement d'ici là. Soutenez mon travail, aimez, abonnez-vous et partagez. Cela m'aide énormément et compte beaucoup pour moi. Pensez à devenir abonné et soutien sur Substack et Patreon. J'ai hâte de vous retrouver ici demain. À bientôt. Bye for now.